Bonsoir et bienvenue dans votre édition du JT du mercredi 20 novembre. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera des mini-entreprises au Collège du Moulin. On continuera avec la semaine école-entreprise, mais cette fois-ci au Collège Anne-Franck. Et on finira par la région des musées. En chronique, aujourd'hui, c'est Histoire et c'est avec Françoise. Mais on débute ce journal par une triste nouvelle pour nos confrères d'Opale TV. La chaîne de la Côte d'Opale se retrouve aujourd'hui avec un déficit cumulé de plus de 580 000 €. L'avenir de la chaîne est en jeu et avec elle celui de ses 20 salariés. Un projet de restructuration est en cours. Il prévoit entre autres le non-renouvellement des CDD et le licenciement de 50% du personnel en CDI. Un conseil d'administration devrait se tenir lundi prochain. Vous connaissez peut-être Bravo l'industrie ou encore J'apprends l'entreprise. On vous présente aujourd'hui l'EPA, Entreprendre pour apprendre. Un programme pédagogique qui a pour objectif la création de mini-entreprises au cœur des établissements scolaires. Ce projet a séduit le Collège du Moulin et c'est un reportage de Frédéric Loy et d'Eugène Mine. La création d'entreprises doit être accessible à tous. C'est le slogan de l'EPA, Entreprendre pour apprendre, qui se présente comme une courroie de transmission entre l'école et le monde de l'entreprise. Pour l'EPA, il s'agit donc avant tout de semer des graines d'entrepreneurs. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un de sa famille qui a monté soi-même son entreprise pour pouvoir le faire nous-mêmes et que voilà, il faut un peu, désacraliser un peu la création d'entreprise et montrer que voilà, c'est accessible à tout le monde. Basé sur l'initiative et l'autonomie, l'EPA invite chaque jeune à découvrir progressivement ses centres d'intérêt, ses capacités ou ses difficultés face à l'entrepreneuriat. D'autant qu'ici, le projet n'a rien de virtuel. Leur idée, c'est orienté sur un pense-bête. Donc on a recherché dans le commerce ce qui existe comme type de pense-bête. Et les élèves ont fait la remarque que tous les pense-bêtes s'utilisent à deux mains. Et leur recherche, c'est de dire on essaierait de trouver un produit qui s'utilise qu'à une seule main, quoi. Et ils ont trouvé, c'est bien. En petits groupes et de façon ludique, ces élèves de 3e vont ainsi découvrir de A à Z la création, la fabrication et la commercialisation d'un produit dans des conditions réelles. Des collégiens qui pourront par ailleurs s'appuyer sur l'expérience de leurs parrains Europipe. Je vais parrainer le projet, je vais partager mon expérience et mes connaissances en tant que chargée de communication et puis je pourrai aussi partager les expériences du monde professionnel à ces élèves qui seront des futurs salariés. Peut-être de l'industrie, j'espère. Les mini-entreprises, c'est aussi un concours régional qui regroupera 150 projets fin mai à l'île Grand Palais. On reste dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette semaine, c'est la 14e édition de École Entreprise. Au Collège Anne-Franck, hier, il y avait plusieurs interventions. Un reportage de Thierry Fatou. Démythifier la création d'entreprises auprès des jeunes dès le collège, ouvrir des voies, débroussailler des chemins, c'est un peu ce que permet la semaine École Entreprise. Sur le thème J'apprends l'entreprise, depuis le 18 et jusqu'au 23 novembre, plus de 500 élèves de 11 établissements scolaires, collèges et lycées, accueillent professionnels de la création d'entreprises et entrepreneurs. Le collège Anne-Franck participe à cette semaine de sensibilisation. On souhaite que nos élèves ne deviennent pas forcément tous auto-entrepreneurs ou entrepreneurs, c'est évident, mais aient une connaissance plus fine du monde de l'entreprise et surtout, par ce biais-là, apprennent à développer leur esprit d'initiative, d'autonomie, de créativité, de responsabilité. Accompagnés de leurs professeurs, des élèves de 4e travaillent en petits groupes avec l'aide d'une animatrice du BGE. Ils imaginent, inventent une entreprise, annotent un cahier de présentation de leur projet. Avoir un concept, c'est bien. Montrer qu'effectivement, pour la faire, ça ne se résume pas à juste avoir une idée, il faut voir le budget qu'on a, les personnes qu'on va devoir prendre, les locaux, etc. Donc là, il voit effectivement tous les thèmes pour créer l'entreprise. Donc les différents secteurs, on a autant besoin du français que des maths, que de l'économie. 30% de notre activité, c'est intervenir dans des collèges, dans des lycées en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et leur proposer le métier de chef d'entreprise comme voie professionnelle possible.
Devenir chef d'entreprise peut être un rêve, un objectif à atteindre et justement un peu plus loin, ce sont les élèves de 3e qui reçoivent un entrepreneur et se plient au jeu des questions-réponses, brisant les rêves de la facilité et des idées reçues sur l'entreprise et la création d'entreprise. J'ai répondu à leurs questions et moi apparemment ils ont été satisfaits. Ils ont cru que c'était si facile d'ouvrir une entreprise. Mais là ils ont été un peu surpris, mais bon. Si cette semaine de sensibilisation apporte un éclairage global sur l'entreprise et son processus de création, il a le mérite d'éveiller à l'entrepreneuriat, pas toujours évalué comme une solution d'avenir professionnel. Parlons maintenant culture. Le Nord-Pas-de-Calais compte 140 musées et lieux insolites. Certains sont labellisés Musées de France, comme le Louvre-Lens. La région des musées a pour ambition de dynamiser la richesse culturelle du territoire et la première édition c'est ce week-end, c'est à l'initiative du Conseil régional. Marie-Laure Griffaton nous donne le programme du musée portuaire. Pour ce premier week-end de la région des musées le 23 et 24 novembre, le musée portuaire vous propose de découvrir ses collections autrement. Et il vous réserve un programme original et gratuit. Alors, vous pourrez découvrir le musée de façon insolite et ludique avec une visite décalée proposée par la compagnie d'Éternoiement. Vous pourrez également, à la tombée de la nuit le samedi, monter au phare, accompagné par le son envoûtant d'un violoncelle et découvrir le panorama du port illuminé. C'est absolument magnifique. Et puis le dimanche à 16h, on vous propose de découvrir les portraits réalisés par Jean-Louis Assetone sur des gens du littoral qui ont un rapport particulier à la mer. Et puis tout le week-end, bien sûr, vous pourrez découvrir la nouvelle exposition au Port d'Europe en quête de nouveaux mondes, avec notamment 2 visites guidées ou tout le week-end des visites libres, et puis des visites de la Duchesse Anne, toujours incontournables. Donc c'est tout un programme assez original qu'on vous propose. Venez nous visiter, venez vous laisser surprendre au musée portuaire. Tous les renseignements pratiques sont disponibles sur le site du musée. On passe à la chronique, je rejoins Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors aujourd'hui on va parler histoire, c'est une première à STV, et plus précisément de la guerre 14-18. Oui, de quelques souvenirs de 1914-1918. Alors ça commence par la commémoration le 11 novembre ? Oui, je suis toujours surprise, mais presque un siècle après l'armistice, des foules se réunissent toujours devant le monument aux morts des différentes communes pour honorer les poilus, les morts de la guerre. Et bien que ces foules sont de moins en moins nombreuses, elles témoignent quand même de l'intérêt que nous portons encore à ces événements. Il faut dire qu'ils font partie de nos familles. Oui, c'est important. Les noms que l'on égrène dans le silence du moment sont des noms qui nous sont familiers. Et tous, qui que nous soyons, quel que soit le pays dont nous venons, les événements de 1914-18 ont affecté nos familles. Alors en Angleterre, il y a les personnes portent des coquelicots souvent sur le cœur. En France, on a quelque chose qui ressemble à ça, on ne voit pas... Nous avons le bleuet. Le bleuet. Alors le bleuet, oui, on va voir à l'image. C'est comme les coquelicots anglais, les fleurs qui ont envahi les champs de bataille dès l'été 1919. C'était les seules plantes qui poussaient encore, puisque tous les arbres avaient été abattus, dépouillés. Et les Anglais ont choisi en effet le coquelicot, souvenir du sang des blessés et des morts. Nous avons choisi le bleuet. Le bleuet était le surnom que l'on donnait aux jeunes recrues qui arrivaient dans les tranchées vêtus de leurs vêtements bleu horizon. Et les vétérans, les anciens, les accueillaient affectueusement avec le surnom de bleuet. D'accord. Alors il y a des anecdotes, par exemple les monuments aux morts Les monuments aux morts. Eh bien, ils apparaissent à partir de 1920, quasiment dans toutes les communes. Il faut absolument rendre public les noms des poilus décédés. Il faut que chacun puisse les voir, les lire. Et
quelques artistes vont s'atteler à la tâche, ils vont sculpter un certain nombre de modèles de monuments. Il va y avoir pour les maires de France un catalogue dans lequel ils vont pouvoir choisir le monument qui correspond à l'esprit de leurs administrés et à leurs finances. D'accord. Alors il y a des monuments, la plupart des monuments glorifient la victoire, le poilu. Le poilu, c'est le soldat de la guerre 14. Quelques autres évoquent le malheur des veuves, des orphelins. Et quelques autres encore, plus rares, se montrent carrément antimilitaristes. Ils critiquent la guerre dans tout ce qu'elle a eu d'horrible, puisque on peut dire que la guerre 14 est une véritable boucherie. Oui, avec les gueules cassées par exemple. Voilà, plus de 36 000 monuments vont ainsi apparaître dans les communes de France. Ok. Et donc il y a sous l'arc de triomphe, il y a le soldat inconnu. Oui. Comment a-t-il été choisi? Ah diable, ça c'est toute une histoire. Le 10 décembre 1920, un ministre se retrouve dans la citadelle de Verdun. Ce ministre est connu, il s'appelle André Maginot, André Maginot, et il a participé à la guerre, il est grand mutilé de guerre, il est ministre des pensions, les pensions que l'on verse aux veuves, aux poilus blessés, etc. Il est accompagné d'un jeune homme, un pupille de la nation, donc orphelin de père, Auguste Tin, et il donne à ce jeune homme un bouquet de fleurs. Tous deux se retrouvent devant 8 cercueils alignés. Dans ces cercueils, 8 corps de poilus non identifiés. Et on demande à ce jeune homme de déposer son bouquet de fleurs sur l'un des cercueils. Alors, c'est un moment de grande émotion. Donc Auguste dépose son bouquet sur un cercueil. On ne saura pas lequel, on ne saura pas lequel, et naturellement pas qui est à l'intérieur. Ce cercueil va être transporté à Paris, il va être exposé au Panthéon, et au mois de janvier 1921, dans l'intervalle entre décembre 1920 et janvier 1921, il va être enterré sous l'Arc de Triomphe. C'est le soldat inconnu. Avec la flamme et une lampe va être allumée, et vous savez très bien qu'elle brille depuis cette époque, et qu'elle est quotidiennement réactivée. On relance la lampe. Malheureusement, elle a connu d'autres époques, comme la guerre 39-45, où ce fut douloureux aussi. Bien sûr. Écoutez, merci Françoise pour toutes ces anecdotes. Vous reviendrez bientôt sur notre plateau, parce que sur la guerre de 1914-1918, il y a pas mal de choses à dire. Puis d'autres sujets. Et puis d'autres sujets d'histoire aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve dès demain. Bonne soirée.